Histoire d'une famille italienne, un entrepreneur qui change de vie, une maison autonome et une visite de Melbourne à pied et à vélo à la découverte des cafés et restaurants, des marchés couverts et des sentiers balisés. C'est au menu de ces balades immobiles. On partira également à Hollywood, Los Angeles, retrouver Fred. Fred, qui est français, expatrié aux États-Unis, le pays met à peine un pied en dehors de la crise sanitaire qu'il doit désormais faire face à de nombreuses manifestations à travers le pays, mais également à Los Angeles. Manifestations parfois violentes qui visent à protester contre le décès de George Floyd, tué par un policier lors d'une interpellation brutale. Ces manifestations interviennent en réaction aux brutalités et violences policières aux États-Unis. Mais avant de rejoindre la Californie, direction l'Italie, où l'on retrouve Chiara. Bonjour Chiara. Salut Fabien. Alors comment ça s'est passé cette semaine ? Bon, plutôt bien, je dirais. Ça doit être un peu comme chez vous. On retrouve petit à petit un peu notre vie d'avant. On profite de plein de choses. Et même s'il y a encore un peu de contraintes, masques, des queues dans les magasins, des choses comme ça, je trouve qu'on est plutôt relax, surtout ici dans le centre-sud d'Italie. Les soirées sont toujours aussi animées en bas de chez toi, il y a toujours autant de monde, hein. Tu nous racontais la semaine dernière que les gens faisaient la fête jusque tard dans la nuit. Bien sûr, de plus en plus, je dirais. Cette semaine, je dirais que la musique s'est arrêtée autour de 4 ou 5 heures du matin. Ah oui, et qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique, les jeunes Italiens ? Quel style ? C'est ça qui me terrasse, parce que si on avait du jazz en bas de chez soi, des trucs comme ça, à la limite, ce serait agréable. Mais c'est des vieilles chansons italiennes. Je ne saurais pas trouver un parallèle avec la France, mais c'est des chansons qu'on chantait quand on avait 15 ans autour d'un feu sur la plage. Ah oui, ouais. C'est notre Frédéric François à nous, quoi. Oui, voilà, exactement. Je ne trouvais pas. Mais... On est aussi avec Thomas depuis Melbourne. Chiara, tu voulais poser une question à Thomas ? Bonjour Thomas. Thomas, j'étais très curieuse de savoir qu'est-ce qui t'avait amené en Australie. Ciao Chiara, c'est marrant, je m'attendais un peu à ce type de question venant de ta part. Pourquoi l'Australie ? Alors pour être totalement transparent sur ma vie, j'ai la chance d'avoir une double nationalité, notamment française mais aussi américaine. Et mon premier choix de cœur a été pour les États-Unis, notamment rejoindre ma famille dans le Colorado. Mais la situation américaine, malgré l'histoire du Covid, elle est quand même un peu compliquée quand même, avec l'histoire des ports d'armes. Moi, j'ai quand même une fille, j'ai pas envie qu'elle aille à l'école, avec ce risque constant qu'il peut y avoir un shooting. Et ça, c'est quelque chose, moi, j'ai quitté la France pour des raisons multiples, sans vouloir dénigrer, mais la sécurité en faisait partie. J'ai pas envie d'aller dans un pays où je me sens encore moins en sécurité. Et j'ai visité, il y a 3 ans maintenant, l'Australie, je suis tombé fou amoureux. Je suis arrivé dans un pays qui est très propre, qui est très sécurisé dans le sens où il n'y a pas une présence policière à outrance, mais c'est une question de respect vis-à-vis des uns et des autres. Un papier ne sera pas jeté par terre, il y a des poubelles partout, il y a une entraide, il y a une certaine positivité que j'ai énormément aimée. Il y a aussi ces odeurs qu'on retrouve, l'odeur des eucalyptus. C'est un pays qui est assez récent, qui a son histoire certes, qui n'est pas forcément idyllique, mais j'ai envie de dire comme tous les autres pays ont aussi leur passé. Mais c'est une qualité de vie aujourd'hui en Australie, certes à 16 000 km de la France, c'est-à-dire que nous on se parle, Laetitia, Fabien et moi on a l'impression qu'on est juste à côté, mais on est quand même à 16 000 km, on est à l'autre bout du monde, et en étant à l'autre bout du monde on n'a pas cette sensation d'être aussi loin, puisque c'est un pays quand même qui est très européanisé, notamment pour l'état du Victoria. Et je me demandais aussi s'il y avait des fois quelque chose en particulier qui te manquait de l'Europe. Qu'est-ce qui me manque de l'Europe ? Alors ça, c'est une question à laquelle je vais me faire un plaisir de répondre, dans le sens où c'est les amis qui me manquent et la famille. Après, d'un point de vue culinaire, absolument rien. Non, il faut savoir que la qualité de la nourriture, et je suis impatient de vous recevoir tous les deux, en Australie, la qualité de la nourriture en Australie est vraiment très bonne. C'est-à-dire que la viande, elle est fraîche, elle est goûtue. Je suis désolé pour tous les véganes et les végétariens, mais voilà, j'aime la viande. Les légumes, on a très facilement accès à des mangues, etc. Et les restaurants sont très bons en termes de tarification, ils sont pas aussi élevés qu'en France. Le service est très bon. Donc vraiment, ce qui me manque aujourd'hui de l'Europe, c'est mes amis et ma famille.
Et peut-être un peu l'histoire aussi. Les petits villages avec la pierre et tout ça, ça me manque aussi. Et en fait, je serais très heureux de passer des vacances en France, mais je serais très heureux de retourner en Australie pour continuer ma vie. Merci beaucoup Thomas, c'était très intéressant. À très bientôt pour d'autres questions et d'autres approfondissements. À très bientôt. Et Chiara, on te retrouve, toi, dans quelques instants. Tu vas nous parler de l'histoire de ta famille aujourd'hui. Oui, c'est ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon Thomas, ça s'est passé comment ces derniers jours à Melbourne ? Eh ben écoute, il y a plusieurs nouvelles, notamment la poursuite du déconfinement. Les Australiens ont repris un peu leur vie d'avant, peut-être même un peu trop. Alors on a eu la réouverture des écoles, notamment sur Melbourne, et ça a déclenché plusieurs cas de Covid et différents clusters. Alors à chaque fois, c'est le même process, j'en reviens toujours à chaque fois, mais c'est important de le rappeler, c'est fermeture, nettoyage 24 heures, quarantaine de l'environnement, etc. Donc voilà, le déconfinement se fait un peu dans la douleur. D'autres choses aussi se sont passées, comme une intervention de Dan Andrews, le Premier ministre du Victoria, qui s'est énervé dans le sens où certaines entreprises rappellent leurs salariés à leur bureau. Alors certes, peut-être pas en taux plein de présence, mais suffisamment pour prendre les transports en commun. Et ça, le Premier ministre n'était pas du tout content. Il a clairement demandé à ce que les salariés continuent à travailler à la maison, et il ne veut absolument pas voir des transports en commun saturés. Est-ce que Dan Andrews pourrait souffler le mot à mon patron ? Ça serait une bonne idée, figure-toi. Ouais, hein. Oui, parce qu'il faut dire Exactement. qu'en France, ces mesures ne sont pas forcément appliquées par toutes les grandes entreprises, et les moins grandes d'ailleurs, puisque un certain nombre d'entre elles incitent les salariés à revenir au bureau. Alors, dans certains cas, c'est nécessaire, voire indispensable, mais dans d'autres cas, le travail à distance peut rester la règle jusqu'à nouvel ordre, et ça n'impacte absolument pas en termes de travail. Alors je dirais qu'il y a même un piège dans cette histoire de pouvoir travailler à domicile, puisqu'on travaille finalement beaucoup plus. C'est ça. Exactement. On passe ses heures, on va pas arrêter à 6h30 parce qu'on est obligé de rentrer, parce qu'on a des transports en commun, etc. Ça peut finir à 22h sans aucun problème et glisser. Je le vois au quotidien que le rythme est beaucoup plus élevé en travaillant à la maison. Après, le taux de productivité, je suis persuadé qu'il est équivalent, voire même supérieur. Donc oui, non, c'est clair que c'est une situation qui est plutôt avantageuse pour les entreprises. Et quand tu parlais qu'en France, les chefs d'entreprise demandent à leurs salariés de revenir au bureau, pour des raisons notamment de lien social entre les salariés, Voilà. sachant que normalement on n'est pas censé d'avoir des liens sociaux, puisqu'il y a toujours ce mètre 50, 2 mètres à respecter, plus le masque, donc tu vois même pas si l'autre fait la tronche ou pas. C'est ça. Donc c'est complètement absurde en fait. On est encore dans une logique, dans pas mal d'entreprises, d'un management qui se veut assez contrôlant et qui reste à avoir à l'idée que il faut que tu sois près d'eux pour être sûr que tu travailles, et eux, ça les rassure. Donc, c'est une autre manière de concevoir le lien social, mais je pense que c'est un peu ça la motivation. Et c'est peut-être là la principale différence entre l'Europe et plus particulièrement la France et l'Australie, c'est-à-dire que les rapports entre employeurs et employés ne sont pas du tout les mêmes en Australie. Thomas, tu le confirmes ? Ah oui, exactement. On est surtout sur un système d'égalité. On est sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que il n'y a pas une tête qui dépasse par rapport à d'autres. Alors, je vais l'expliquer d'une certaine manière. C'est que il n'y a pas de subordination comme on peut connaître en France, par exemple. On va appeler, par exemple, son PDG ou son N+1 par son prénom et le tutoyer. Ce qui ne va pas se faire forcément en France, où le vouvoiement est quand même encore énormément pratiqué, sauf Fabien, comme tu le sais en radio. Ouais. Mais oui, il y a une certaine égalité, il y a un certain respect de base, et surtout, c'est la culture du no worries, ça je l'ai souvent répété, mais aussi, hey mate, tu vois, t'es mon pote, Ouais. et on va se partager un barbecue, le fameux Barbie qu'on a en Australie, et tout ça pour avoir une condition et une situation de travail qui soit le plus agréable possible. Bon Thomas, on te retrouve également tout à l'heure. Tu vas nous emmener en visite dans Melbourne et dans un quartier en particulier. Alors oui, j'ai voulu cette semaine vous amener avec une ambiance sonore bien particulière. Je vous ai amené un peu dans les rues de Prahran, de Melbourne, pour que vous sentiez cette atmosphère, cette vie qui reprend l'après-Covid. Enfin, on est toujours quand même en Covid, mais Ouais. il y a quand même cette ambiance un peu d'après-Covid. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci Fabien. Nous sommes début mars. Imaginez-vous une course-poursuite dans les rues de Los Angeles à 160 km/h. Un homme est arrêté en état d'ivresse après plusieurs minutes.
Cet homme, c'est un grand gaillard, il se débat, il sera mis à terre à plusieurs reprises et pour être finalement arrêté, finira sous les coups de bâton, plus de 56 au total, autant si ce n'est plus de coups de pied. Pendant ce temps-là, assistent à la scène environ 12 policiers qui regardent, commentent, mais jamais ne lui viennent en aide. Un vidéaste amateur filmera pendant 10 à 15 minutes cette scène et déposera la cassette à une chaîne de télévision locale. Les images seront massivement relayées, conduisant ainsi à l'arrestation des 4 policiers qui seront soumis à un jury populaire composé de 12 membres, sur lesquels 9 blancs. Le 29 avril, près de 2 mois plus tard, ces 4 policiers seront acquittés par le jury populaire, entraînant un embrasement de la ville de Los Angeles pendant 5 jours, incendie, manifestations, dégradations. Plus de 50 à 60 personnes mourront, certaines contre les coups du LA Police Department. Les dégâts s'estiment à $1 milliard. Quelques mois plus tard encore, face à ces émeutes, une action sera intentée devant le US Department of Justice, un recours pour protéger les droits civils de la personne ainsi arrêtée et 2 des policiers seront condamnés à verser une indemnisation à ce noir américain. Cette personne s'appelait Rodney King. 28 ans plus tard, l'histoire se répète avec la mort de George Floyd tué par un policier à Minneapolis. Nous retrouvons à Los Angeles Fred. Bonjour Fred. Salut Fabien, salut Letty. Salut. L'actualité liée au Covid a été quelque peu éclipsée, bien entendu, par les événements qui ont lieu aux États-Unis un peu partout ces derniers jours. Ça se passe comment du côté de Los Angeles ? Alors on arrivait juste à la fin du confinement avec une annonce la semaine dernière, juste avant le week-end, que les salons de coiffure pouvaient commencer à réouvrir, suivi par les restaurants qui pouvaient commencer à réouvrir avec beaucoup moins de capacité, bien sûr des espaces entre les tables, les serveurs vont devoir porter des masques et des gants, donc beaucoup de choses. Le gouvernement ici, au niveau de la Californie, a lancé des règles pour chaque corps de métier avec des communications pour que chaque étape puisse être vraiment suivi par le CDC et tout ça. Donc s'assurer que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de deuxième vague de Covid, ou au moins essayer de la garder sous contrôle. Donc ça c'était juste avant le week-end. Tu nous dis ce qu'est le CDC pour ceux qui savent pas. Alors le CDC, pardon, oui, c'est le centre un petit peu qui gère toutes les maladies infectieuses et toutes les épidémies et toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment, généralement le CDC donne les premières règles au niveau du pays, et ensuite on a des responsables de santé au niveau local et au niveau de l'État, donc Californie ici et Los Angeles pour la ville, qui adaptent ces règles par rapport à la réalité de la ville et des business que l'on a. Donc ça c'était juste avant le week-end. Et vendredi, on est passé à toute autre chose avec, donc, à la suite de la mort de George Floyd et des problèmes de brutalité dans la police, des protestations qui ont commencé dans tout le pays, à Los Angeles, qui ont démarré ici au niveau de downtown, donc le centre-ville, et qui ont été suivis malheureusement par des bandes organisées qui ont cassé et mis le feu à beaucoup d'établissements et de commerces. Donc on est passé à un moment où tout le monde est un peu relax en se disant on peut réouvrir, on va commencer à retoucher une vie un peu normale. Ce qui est très malheureux, c'est qu'il y a beaucoup de boutiques qui commençaient juste à se réapprovisionner, à ramener leur staff pour commencer à réouvrir. On voyait des enseignes qui commençaient un petit peu à se remettre en place. Et beaucoup de business ont été malheureusement complètement cassés, complètement pillés, mis à feu. Donc on se retrouve avec des commerces qui ont maintenant une devanture complètement couverte en bois et qui vont devoir attendre plusieurs semaines avant de réouvrir de manière normale. Ce qui est malheureux, c'est que les manifestations sont amplement légitimes au départ, et tu le disais, Bien en fait sûr. ce sont des groupes de casseurs qui arrivent ensuite en queue de manifestation, comme c'est le cas bien souvent. Bien sûr, ils sont très organisés. Les manifestations se passent très bien. On en a eu donc vendredi, on en a peu parlé. C'était un petit peu le début du mouvement. Samedi, ça a commencé vraiment à faire du bruit. C'est là où du côté d'Hollywood, on a commencé à voir beaucoup de groupes de voitures. J'ai un exemple juste à côté de la maison ici, où un groupe de 3 voitures complètement cagoulées avec des battes de baseball qui se dirigeaient vers un magasin d'alimentation et de vente de vin et de liqueur et des choses comme ça, qui ont eu un petit peu peur parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a énormément de voisinage
visage qui portaient attention à ce qu'ils faisaient. Donc ils sont repartis, mais ces groupes de voitures n'ont pas arrêté de 5h de l'après-midi à 3h du matin, à tourner, à s'arrêter dans les complexes de business pour essayer de voir s'il y a une opportunité ou non. Et vers 1h du matin, un groupe de 30 personnes ont défoncé la devanture d'un magasin de vente de métaux précieux, juste en face de la maison ici. Donc ça a commencé comme ça, samedi, et ensuite la police a un peu repris le dessus durant le week-end, et on est passé à d'autres étapes hier avec la garde nationale aussi, donc l'armée qui commence à intervenir avec des blocages de rue, des protections policières en avant et à l'arrière des manifestations pour essayer d'éviter justement que ces groupes ne se greffent à la fin des manifestations et commencent à piller tout ce qui se trouve autour. Fred, qu'est-ce qu'on sait sur ces groupes parce qu'on a ça également en Europe, en France, quand il y a des manifestations. On s'aperçoit que ce sont des radicaux, souvent d'extrême gauche et ou d'extrême droite. C'est quel genre de population qui casse comme ça aux États-Unis ? Si on le sait. Ce qui est malheureux, c'est que justement la minorité qui est représentée dans les manifestations et qui a besoin d'aide justement à être représentée et à être respectée dans certains États, certaines villes par la police. Je pense que Los Angeles en a beaucoup appris des émeutes de 1992 avec Rodney King et c'est des manifestations. Il y a eu une 60aine de morts qui ont duré 5 jours, énormément de business qui ont été mis à feu, des échanges de feu entre les civils et les casseurs justement. Donc il y a beaucoup de choses ici à Los Angeles qui sont gérées, je pense, très rapidement parce qu'on sait à quoi ça ressemble malheureusement. Et donc le problème, c'est que le message que les manifestations passives veulent lancer, et la minorité qui veut être représentée, respectée et qui a besoin d'aide vraiment à être entendue, et aussi la minorité qui se retrouve beaucoup dans les casseurs. Donc ça annule complètement le message au niveau des médias, parce qu'on a des manifestations qui demandent l'attention et qui sont tout de suite effacées par des courses-poursuites dans la ville et des vues d'hélicoptères, de cassage, de pillage, d'arrestation. Donc c'est malheureux. Ouais. Est-ce que quelque part ça ne sert pas le pouvoir en place, malheureusement ? Ça crée encore plus de tension, et ça crée un petit peu, pour les radicaux, c'est un petit peu, regardez, ils veulent de l'attention, mais ensuite ils cassent tout. Donc les gens qui devraient normalement se réveiller et accepter un petit peu les changements vont, je pense, utiliser effectivement cette phase de cassage pour éviter de parler du problème qui se trouve. Et comment les Américains vivent-ils la situation ? Tu as eu l'occasion d'en parler avec des proches, des collègues de travail, des voisins peut-être ? Alors les gens justement qui étaient excités à la fin du confinement sont beaucoup d'anxiété, parce qu'il y a un petit peu un manque de bonnes nouvelles avec tout ça. Donc il y a beaucoup de gens qui disaient ils sont un peu désespérés. On passe un moment où les gens pensaient pouvoir peut-être ressortir un petit peu et peut-être aller manger au restaurant et avoir quelque chose de différent après 2 mois et demi de confinement. Et là on se retrouve avec un couvre-feu dans la ville entre 5h le soir et 5h30 le matin. Donc on se retrouve avec une ville complètement déserte la nuit à nouveau, comme au début du confinement. Donc je pense que psychologiquement, les gens se demandent un petit peu où est-ce qu'on va. 2020 ne se passe pas de la manière dont on espérait l'année dernière au moment du Nouvel An. Donc les gens ont beaucoup de mal à passer à travers tout ça et à se sentir un petit peu libre de sortir de la maison, de profiter un peu de vivre la vie. Donc on est un peu scotché à la télé un petit peu partout ici. Alors Trump a évoqué hier, je crois, la possibilité de faire intervenir l'armée pour stopper ces manifestations. C'est un exemple presque unique. Il allait répondre par les balles. Absolument, et c'est un exemple presque unique dans l'histoire, puisque selon la Constitution américaine, ce n'est pas le président américain qui décide de l'intervention de l'armée sur le territoire américain. Il y a plusieurs étapes là-dedans. C'est-à-dire qu'on a déjà démarré à utiliser une force de l'armée ici, la garde nationale, qui est gérée au niveau de l'État. Donc on a 500 gardes qui ont été rajoutés à la police de Los Angeles dans les 2 derniers jours. On les voit d'ailleurs passer après les manifestations des camions avec l'armée qui se tient debout de tous les côtés et qui se prépare un petit peu à bloquer les rues. Ils laissent la police intervenir et faire arrêter un petit peu les casseurs et les mettre en détention, mais la garde nationale est plus ici en retrait pour bloquer les rues et rajouter s'il y a besoin de présence pour faire un petit peu des barrages, des choses comme ça. Donc l'État peut intervenir, elle l'a déjà fait, a démarré très rapidement ici au niveau de la Californie à nouveau, mais la garde nationale peut également être décidée par le niveau fédéral. Donc effectivement, s'ils veulent faire un mouvement et un déploiement différent, une fois que le niveau fédéral prend la main, ça prend le dessus de l'État. Et comment est-ce que vous la vivez, cette situation ? Est-ce qu'il y a dans ton entourage des gens qui prennent parti, qui s'expriment ?
Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de personnalités ici, chanteurs, chanteuses que j'ai eu la chance de rencontrer, beaucoup de collègues qui vont manifester directement. Donc après, c'est un choix. Je trouve que c'est, pour moi, personnellement, je trouve un peu risqué avec les problèmes qui se rajoutent aux manifestations. Donc malheureusement, je préfère un petit peu suivre ça de loin, même si je partage le message des manifestations qui se déroulent calmement. Donc il y a beaucoup de gens qui prennent un petit peu le Instagram, Facebook, Twitter pour s'exprimer et pour dire qu'ils supportent complètement la cause et le message, ce qui est la majorité des gens. Alors, il y a des journalistes maintenant qui commencent un petit peu à se plaindre que les personnalités au niveau national, donc les grands animateurs télé, ils parlaient de l'animatrice télé Oprah, Jay-Z, tous ces grands noms un petit peu noirs américains, qui trouvent qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de messages à partager et pas assez de présence. Donc il y a un journaliste noir américain de CNN qui a commencé un petit peu hier à perdre le sang-froid et à se plaindre en disant que c'est le moment que les personnes qui normalement utilisent les médias pour faire de l'argent pensent un peu aux autres et passent un message un peu positif aussi. À propos des journalistes, justement, il y a certains journalistes de grands médias américains qui ont été inquiétés par la police lors des reportages sur les manifestations. Vous en avez entendu parler, vous, chez vous ? Pas encore, non. Toutes ces nouvelles un petit peu au travers des États-Unis vont un peu arriver doucement, puisque pour l'instant, les chaînes locales ont tout de suite les hélicoptères et on est vraiment toute la journée sur les news vraiment locales. Quartier par quartier, donc après ça fait bizarre de voir son appartement à la télé avec la police en coin de rue. On avait une vingtaine de voitures de police juste au coin de la rue, postées en attendant de se déployer s'il y a besoin, des hélicoptères toute la journée. Alors c'est un petit peu, c'est une ambiance différente. Donc là, ce qui se concentre ici, c'est vraiment le niveau local. Essayer de faire un petit peu la couverture du couvre-feu pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et essayer que tout le monde reste à la maison autant que possible, puisque maintenant, il commence à arrêter toutes les personnes qui ne respectent pas le couvre-feu pour qu'ils puissent vraiment se concentrer et voir là où les problèmes se passent. Aux États-Unis, il y a de fortes disparités sur le plan social entre les personnes, entre guillemets, blanches, les noirs et ce qui s'est passé ces derniers temps avec le coronavirus n'a fait que renforcer ces inégalités. Est-ce que c'est quelque chose, toi, au quotidien, que tu ressens dans ta vie ? Alors, j'ai la chance de travailler avec des compagnies qui sont très très inclusives, où on a vraiment une représentation de toutes les couleurs. Donc, j'ai pas forcément de premiers exemples vécus. Alors après, effectivement, c'est plus dans les news. Il y a toujours des coins de Los Angeles qui sont plus à problème aussi. Je suis pas forcément dans le cas à pouvoir vraiment parler des problèmes de disparité et tout ça. Alors, effectivement, ça existe. J'entends des histoires qui sont rapportées de police qui arrêtent très rapidement les gens de couleur sans poser forcément de questions. Ce qui est pas très clair vu d'ici, est-ce que ces manifestations sont en faveur de la fin des brutalités policières, quelles qu'elles soient, ou justement, est-ce que c'est vraiment adressé aux injustices et aux dénis de faciès, en fait, qui sont faits envers les populations noires, hispaniques ou autres ? Le sujet, c'est quoi ? C'est la brutalité et les violences policières en général ? Ou est-ce que ce sont celles dirigées contre ces minorités ? C'est la violence, non, qui sont vraiment représentées dans mon état ici en Californie, qui sont représentées au quotidien et qui sont vraiment intégrées. Donc c'est des manifestations qui se plaignent de la brutalité policière dirigée vers les minorités. Si on continue à appeler ça des minorités. Donc la brutalité de la police envers les minorités et ensuite le manque de réponse du gouvernement quand il s'agit d'interpeller et de condamner les policiers qui sont à l'origine de cette brutalité. Donc il y a une première étape d'essayer d'arrêter un petit peu ces problèmes de raccourcis qui sont faits dus à la couleur de peau et ensuite un problème aussi de sanctions et de prendre les sanctions qu'il faut pour répondre à ces problèmes. Je vous interromps parce qu'on vient de recevoir une news. Les téléphones sonnent automatiquement ici avec les nouvelles de santé, les nouvelles de précautions à prendre. Et donc on va être encore en couvre-feu ce soir à partir de 6h jusqu'à 5h30 du matin dans le comté de Los Angeles, donc toute la communauté urbaine de Los Angeles, si on peut l'appeler comme ça. D'accord. Donc on en était où ? Oui, donc on parlait du manque de sanctions envers les policiers qui sont effectivement pris en milieu de brutalité et de choses comme ça. Donc là, le problème, c'est que c'est un message qui peut se faire entendre.
Mais il n'y aura pas forcément de changement. Et ce qu'Obama a expliqué sur un beau message sur ses réseaux sociaux hier, c'est que se plaindre et essayer de prendre l'attention de la presse et de la Maison-Blanche et du Congrès et du Sénat, c'est une chose. Mais il faut que beaucoup de changements se fassent au niveau local. Malheureusement, les élections locales n'ont pas forcément le retour qu'elles devraient. Donc le message, c'est un petit peu, il faut commencer au niveau local, à s'exprimer, à essayer de voter en fonction des décisions qui pourraient être prises dans ce sens-là. Et pour que ce niveau local progresse au niveau de l'État et ensuite au niveau du pays. Donc c'est à petits pas et commencer proche de la maison plutôt que d'essayer de se faire entendre par des personnes qui sont un petit peu loin et qui ne vont pas forcément répondre à quoi que ce soit. Merci beaucoup Fred Avec grand plaisir. de nous avoir relaté les événements aux États-Unis. On se retrouve très vite dans Balades Immobiles. À très bientôt, a priori je serai encore à la maison, donc n'hésitez pas. Malheureusement. Mais tout va bien, je rassure tout le monde. En restant à la maison, tout va bien, il n'y a pas forcément de grandes inquiétudes à avoir. Il y a quelques années de cela, Brian a décidé de changer de vie. Il est parti dans le Tarn pour s'installer dans une maison autonome. Il viendra nous en parler. Et puis le confinement a porté conseil également à Pierre, notre restaurateur auvergnat qu'on a entendu il y a quelques semaines de cela dans Balades Immobiles. Pierre a décidé de changer d'orientation professionnelle. Salut Pierre. Salut. Alors toi Pierre, tu te situes en Auvergne, où est-ce que tu es exactement ? Écoute, je suis toujours en Auvergne, c'est un peu un déconfinement encore confiné, on va dire, quand même libéré de certains carcans. Je suis à quelques encablures d'Issoire, dans le 63, dans un petit hameau, donc pleine liberté, de la nature, du beau temps. Puis de la sérénité, j'allais dire quand même. Après un confinement qui a été relativement du luxe, dans la campagne, on n'était pas en appartement, mais avec les difficultés parfois. Alors Pierre, tu es déjà passé par Balades Immobiles il y a quelques semaines de cela. Tu l'as vécu comment ce long confinement ? Écoute, sur le plan personnel, je dirais que globalement, il s'est relativement bien passé, même si effectivement, il faut apprendre en famille, avec une famille nombreuse, une semaine sur deux, puisque recomposée, il faut apprendre à vivre ensemble 24/24. Ça suppose une vraie organisation, une discipline, et puis essayer de prendre sur soi. Sur le plan professionnel, ça a été beaucoup plus anxiogène. D'abord parce qu'il aurait fallu que j'arrête très tôt de regarder, d'écouter tout ce qui se disait, s'écrivait. Les chaînes d'information, notamment. Ça. Oui, bien sûr, parce qu'on avait tout et son contraire. Après, on peut se faire aussi son jugement en se documentant beaucoup, mais ça a été, comme je pense, pour beaucoup, très anxiogène. Il aurait fallu faire une pause. Et concernant le métier, la restauration, puisque du jour au lendemain, on a fermé. Donc ça a été, je pense, vraiment d'une violence inouïe. Avec un gouvernement qui a essayé de prendre des mesures pour pas mal de métiers, de corps de métier, mais là c'est pareil, ordre contre ordre, et puis des institutions, par exemple bancaires, qui suivaient, qui ne suivaient pas. Donc très anxiogène là-dessus. Comment on va faire ? Quand est-ce qu'on va rouvrir ? Donc tout ça, c'est des questions qu'on se posait régulièrement, et surtout qu'est-ce qu'on va devenir ? Fortiori quand, comme moi, avec un associé, on a repris ça depuis 2 ans et demi seulement, qu'on a déjà des crédits sur les épaules. Il y a des charges qui courent au quotidien, ouais. Oui, il y a des charges qui courent, voilà, et il faut que toute la chaîne dont on dépend, la clientèle, les fournisseurs, les banques, se mettent au diapason pour dire oui, on vous comprend. Ça va aussi de la note de téléphone, la note de gaz, d'électricité, contacter tout ce monde-là. Alors quand on a la chance d'avoir une petite équipe, j'allais dire dynamique, on se répartit un peu les tâches. Ouais. Et puis, petit à petit, les solutions arrivent. Mais il a fallu du temps. Et puis après, il a fallu se poser la question, mais dans la mesure où on va fermer beaucoup plus longtemps, qu'est-ce qu'on va faire ? Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de restaurateurs qui prenaient la décision de faire des plats à emporter. Et vous-même, il y a quelques semaines, vous avez pris la décision de rouvrir l'établissement pour proposer des plats à emporter. Il y avait une forte demande là où vous êtes implanté. Ça a fonctionné pratiquement tout de suite. Oui, parce que Pierrot, notre chef cuisinier, qui a pris des parts dans la société, qui s'est vraiment engagé
PDG lui depuis longtemps maintenant. Finalement, après une perte de motivation logique, s'est reboosté, puis il a dit oui, il faut que j'y aille. Donc c'est lui qui s'est remis derrière les fourneaux, qui a organisé l'accueil des gens, avec des menus qu'on faisait passer notamment sur les réseaux, sur Facebook, des plats du jour, du lundi au samedi. Et c'est vrai que ça a très vite fonctionné parce que d'abord lui a su faire marcher ses réseaux de connaissances. Forcément, on lui doit cette réussite. Alors c'est une réussite, j'allais dire au tiers ou à peine la moitié du chiffre d'affaires qu'on faisait habituellement, mais ça maintient l'activité, ça maintient la réputation. Et ça permet de faire aussi un peu de trésorerie et de rappeler aux clients que vous êtes là. Que vous êtes présent. Complètement, c'est ça. On est là, on vous oublie pas, et puis les clients nous ont montré qu'ils nous oubliaient pas non plus. Oui, parce que la restauration, c'est aussi un lieu de rencontre sociale. Tu les as sentis dans quel état d'esprit tes clients? Quand on est en cœur de ville, avec des commerçants qui sont fermés, ça bouleverse complètement l'activité des gens, les habitudes des gens, et puis on sent, alors revenir sur des habitudes, mais en tout cas, même en changer un petit peu, mais revenir sur des lieux qui sont importants. Et forcément, j'allais dire le café du commerce ou le restaurant du coin, du quartier, c'est important parce que c'est là où se refait un petit peu le monde. Toi, le métier de restaurateur, tu l'as découvert un peu sur le tard, tu as eu une première expérience professionnelle dans un autre domaine. La restauration, c'est quelque chose qui représente quoi pour toi ? La restauration, c'est l'ADN de la France, je crois. Hein. Alors maintenant, on mange bien à peu près partout dans le monde, mais on est un peu chauvin. Donc la bonne chair, les plats généreux, je crois que c'est ce qui fait l'ADN du pays. Et ça a bouleversé vraiment parce que c'est le partage, c'est la générosité dans l'assiette, c'est les saveurs. Moi, j'ai découvert ça. Alors, je suis pas restaurateur de métier, mais je suis un peu comme beaucoup, où on se souvient des odeurs de cuisine chez nos grands-mères, qui nous ont aussi fait apprécier ce que c'était qu'une cuisine avec du goût et généreuse, comme je disais. Et puis, avec surtout un associé qui lui a voué sa vie depuis l'âge de 14 ans, mais il en a 48 maintenant, et qui a vraiment s'est donné à fond parce qu'il aime ça et il a transmis ça finalement dans l'assiette et aux gens qui sont fidèles. Et moi, j'ai vraiment découvert un métier qui est passionnant. Alors, je fais une parenthèse, mais ça intéresse aussi. Mais je suis en train de préparer ma reconversion pour tout un tas de raisons. Mais justement, j'ai passé la main à quelqu'un qui est fait pour ça. Alors, je ne sais pas si on aura une solidarité interprofessionnelle. On l'a quand même vu, parce que ça peut être très dramatique ce qui s'est passé, notamment pour les restaurateurs, mais pour plein de professions. Parce que là, on va vers de l'inconnu. Mais je dirais que ça, le soutien des clients, le soutien d'autres restaurateurs, ou simplement de la municipalité, de diverses personnes, un petit mot, un petit message, ou un petit bonjour le matin à travers la vitre. Et je crois que ça remotive parce qu'on a passé vraiment une période qui a été difficile et où il n'y a pas eu de sas de recompression pour rattaquer vraiment. Donc tout ça fait que c'est un métier, la restauration, qui, avec l'accueil, avec le sourire, avec l'idée de rediscuter de plein de choses, de se déconfiner aussi le cerveau en se confiant un petit peu de ce qui est arrivé, je crois que ça fait un métier génial. Pierre, tes projets à partir de maintenant et dans les semaines et les mois à venir, quels sont-ils ? Écoute, projet, c'est déjà de retrouver vraiment une vie, je dis pas normale parce que je crois qu'on a changé d'état d'esprit, mais prendre la vie autrement. Les priorités, il faut qu'elles changent, je crois. Moi, j'ai de conseils à donner à personne, mais le noyau familial est très important. Qu'on soit 2, qu'on soit 6 ou 7, comme nous, on est en famille recomposée, c'est très important. Finalement, les amis, les petits coups de fil, il faut y repenser. Et puis, il y a le travail, bien évidemment. Puis alors moi, je te disais, je prépare une reconversion, où là, je vais être plus vraiment sur le terrain, mais avec ce qui est ma passion, c'est-à-dire les gens, les autres, mais faire autre chose. Moi, je me prépare à être agent immobilier, parce que ça fait longtemps aussi que ça me grattait et que je suis non pas instable, mais j'aime bien les nouvelles expériences. Les nouveaux défis.
Les nouveaux défis, voilà. Et du coup, ça m'a vraiment permis d'appuyer sur ce bouton-là en disant allez, on y va. Ouais. Donc formation dans quelques jours, et puis après sur le terrain avec d'autres rencontres. Mais moi, je suis comme ça, j'aime aussi bien les rencontres. Je m'investis aussi dans ma petite commune. On va avoir un deuxième tour d'élection municipale auquel je participe. Donc là aussi, c'est pareil, on est un peu sur les starting blocks. Et je crois que voilà, se recentrer sur ce qui nous entoure et recommencer ça beaucoup plus sereinement. Merci Pierre pour ton témoignage. On se retrouve très vite. Tu nous donnes des nouvelles de tes projets de reconversion. Merci à vous deux en tout cas. Merci beaucoup Pierre. À très vite. Salut, à bientôt. Et il y a quelques années de cela, Brian a opéré un choix radical en quittant Paris pour partir s'installer dans le Tarn et y monter une maison autonome. Brian, salut, comment vas-tu ? Très bien. Brian, tu es un ancien Parisien, où est-ce que tu vis maintenant ? Alors, je suis à côté de Castres. Pour vraiment le situer, c'est à 1 heure à l'est de Toulouse. Et qu'est-ce que tu y fais ? Je crois que tu as complètement changé de vie il y a plusieurs années maintenant. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Alors, j'ai troqué le costume 3 pièces pour maintenant le short et les tongs. Et ce que je suis en train de développer ici sur mon terrain, j'essaye de tendre vers l'autonomie de jour en jour. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et j'explique ce retour d'expérience sur une chaîne que j'ai sur YouTube. Alors, vivre en autonomie, ça consiste en quoi ? Ça veut dire que tu produis ton électricité, ton eau, comment ça se passe ? Produire son électricité, oui, ça donne de l'autonomie pour plusieurs années. C'est beaucoup plus intéressant que d'être sur les réseaux. Après, c'est sûr que je ne suis pas autonome à 100%. Par exemple, je ne sais pas fabriquer mes batteries, mon photovoltaïque. Mais ça me permet de pouvoir tenir plusieurs années, si un jour malheureusement on est amené à rencontrer quelques problèmes qui pourraient arriver, et là en ce moment on n'a jamais été autant dedans. Et j'essaye aussi, dans le fait de développer l'autonomie, de comprendre un petit peu, par exemple, les énergies que je consomme, parce que c'est bien beau de produire de l'énergie, mais c'est encore mieux de savoir ce qui consomme le plus, vraiment les appareils énergivores. Pour l'eau, je collecte l'eau et je la filtre. Donc je fais appel à des filtres, mais qui peuvent durer plutôt longtemps. Et puis je développe petit à petit une autonomie alimentaire, mais alors ça se fait sur... il faudrait une décennie pour pouvoir être en grande partie autonome. Pourquoi une décennie ? On ne se rend pas forcément compte de tout ce que ça représente. C'est vrai que déjà, moi je me suis orienté sur les arbres fruitiers. Il y a des gens qui développent le potager, mais je me suis aperçu que dans notre région, malheureusement, tout ce qui est plantes annuelles, quand tu essayes de les mettre sur un sol qui a été labouré, je suis sur une ancienne vigne, ça a été labouré pendant des années, le sol est extrêmement compact, et en plus la terre est argileuse, donc dès qu'il y a beaucoup de soleil, dès qu'il y a de la sécheresse, ça fait des grosses croûtes, des crevasses, donc c'est très très difficile de cultiver là-dedans. Donc déjà la terre, il faut l'amender, il faut la préparer, et ça prend beaucoup de temps. Après, bien sûr, vu que je me suis spécialisé dans le fruitier, c'est quand même, il y a des métiers pour ça. Il y a des gens qui font ça depuis des années, donc il faut quand même apprendre. Il y a beaucoup de savoir à emmagasiner. Et pourquoi le fruitier ? Tout simplement parce que même si ça met du temps à pouvoir être développé, un arbre, une fois qu'il s'est bien enraciné, normalement, il n'a plus besoin de l'aide de l'humain, et c'est là où il fructifie. C'est le cas de le dire, on parle de faire fructifier son argent. Moi, je fais fructifier mon temps pour être en bonne santé avec des fruits qui seront produits dans quelques années. Et comment t'es venue l'idée de passer à ce mode de vie ? Étant de la classe moyenne, je voyais le fossé qui se faisait sur la classe moyenne. On va vraiment vers des classes très riches, extrêmement riches, et à l'opposé, bien sûr, une grosse pauvreté. Et au milieu, il y a la classe majoritaire, donc dans laquelle je suis, la classe moyenne, qui perd de jour en jour des droits. Et je me suis dit, il y a juste à regarder par exemple les énergies. Quand tu regardes que l'électricité a pris plus de 50% en 10 ans, mais dans 20 ans, on ne pourra plus avoir accès à l'électricité si ça continue, si on touche la même chose. C'est parce que je voyais que mon salaire, il prenait 1 à 2%, et que toutes les augmentations, en plus de l'énergie, l'eau, la nourriture, les services, tout ça, je me suis dit que j'arriverais pas à suivre. Et quelle est ta journée type ? Comment ça se déroule une journée d'autonomiste ? Une journée type, elle peut commencer à n'importe quelle heure. Ça dépend de l'heure à laquelle je me couche. J'aime bien travailler de nuit.
Donc c'est vrai que des fois je me réveille plutôt aux alentours de 9h30, 10h30, 11h. Et première chose que je fais, je vais saluer les poules, je vais voir si elles ont bien de l'eau, si elles ont de la nourriture. Bien sûr, je vais me servir les œufs. Je vais je fais le tour du terrain pour voir un peu ce qui pousse, les choses qui pourraient être malades, les arbres qui auraient pris des forts vents, parce que je suis dans une région venteuse. J'en profite en même temps pour me prendre de quoi me faire mon infusion. Donc là, j'ai les œufs et les infusions. Je m'ouvre une petite confiture parce que j'ai pas mal d'amis qui ont déjà des arbres fruitiers et qui font des confitures. Et tu vois, j'ai juste à aller me chercher mon pain. Des fois, je le prends la veille. Ou sinon, un petit coup de vélo, je suis à 5 minutes de la boulangerie. Et je me pose. Et là, une fois que je suis en train de petit déjeuner, donc à n'importe quelle heure, des fois c'est plutôt des brunchs, je regarde ce que je pourrais faire sur le terrain pour continuer à l'avancer et surtout comment je peux monter une vidéo pour pouvoir expliquer ce qui est mis en place pour développer l'autonomie. Oui, parce qu'aujourd'hui tu fais énormément de vidéos, tu as une chaîne YouTube. Si on veut te retrouver d'ailleurs, on te retrouve où? Bon, il y a juste à taper, si tu mets maison autonome, tu peux me trouver très facilement. C'est l'archipel, comme une pelle à la fin, PE2LE. J'ai voulu faire le jeu de mots parce que quand je suis arrivé ici, j'ai une petite maison de 25 mètres carrés et la première fois que je l'ai visitée, j'ai vu une maison qui était perdue dans un océan de verdure. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui est perdu dans un océan? C'est des îlots et des îles et un ensemble d'îles et ouais, c'est des archipels. Donc j'ai voulu faire le jeu de mots parce que je suis tout le temps dans le jardin. Voilà comment est né le nom. C'est super bien trouvé. Et du coup, Brian, comment tu vois ce qui se passe aujourd'hui dans le monde avec le coronavirus? Quel regard tu poses sur tout ça? Mon regard, c'est que je me suis aperçu, tu vois, mine de rien, d'être, alors j'aime pas trop ce mot, mais malgré moi, je le suis, d'être influenceur sur ce genre de choses, de parler d'autonomie. J'ai de plus en plus de gens qui rejoignent. Là où j'avais une moyenne de 3000 abonnés par mois qui rejoignaient la chaîne, maintenant on est à plus de 6000. Je pense que les gens, ça va les faire réfléchir. Et je pense qu'il y en a qui vont commencer à entamer le processus de réflexion que j'ai eu il y a déjà 4-5 ans. Et de manière plus générale, est-ce que tu anticipes des évolutions de la société ou est-ce que tu penses que bon an mal an, les choses vont redevenir comme avant avec la société de consommation et de profit qui va reprendre telle qu'elle était? Ou au contraire, est-ce que tu sens autour de toi et dans ce que tu peux voir dans la presse une évolution poindre le bout de son nez? En fait, je pense que ceux qui engrangent énormément d'argent dans la société actuelle, ils lâcheront jamais le morceau. Et c'est à cause de cette envie folle de toujours vouloir trop engranger que malheureusement on en arrive là où on est, dans un monde, dans une économie mondialisée totalement dérégulée. Alors je suis pas du tout survivaliste et tout dans l'esprit, mais faut reconnaître quand même que le monde ne changera pas avec les personnes d'en haut, ceux qui ont tout à gagner, à s'enrichir et tout. Par contre, nous, à notre niveau, ce que je développe le plus, donc si je me suis autant mis dans les arbres fruitiers, c'est justement parce que ça va être ma monnaie d'échange. Et ce qui est vraiment bien, c'est que dans l'échange, on ne paye pas de taxes, on ne se fait pas voler le labeur. Et donc, je veux vraiment développer l'échange parce que pour moi, il n'y a pas que le côté taxe, etc. Dans l'échange, il y a aussi l'échange de la conversation. Le fait d'échanger avec quelqu'un, c'est une question de confiance. Là où l'argent, c'est totalement... tu mets une carte sur un TPE qui se connecte à des serveurs. Et dans l'échange, donc quand tu as quelque chose et que tu as besoin d'autre chose que possède une personne, c'est là où tu commences à entamer des discussions. Et je pense que c'est là où le relationnel devient le plus intéressant. Et tu penses que c'est parce que les gens prennent conscience de tout ça que tu as par exemple plus d'abonnés sur ta chaîne? Est-ce que tu crois que la période fait réfléchir? Je pense pas que ce soit directement ça. Je pense que les gens cherchent des solutions, ils sont perdus. J'ai vécu cette période, donc il y a 4-5 ans, quand je me disais mais comment je peux réduire ma consommation, parce que je m'apercevais donc que je rentrais dans la roue du hamster, tu vois, qui s'emballait de plus en plus. J'avais du mal à finir les fins de mois. Au début, c'était le 28, j'étais dans le rouge. Je dis, oh, dis donc, 3 jours avant la paye, ça va pas. Après, c'était le 23, après, c'était le 20. Et un jour, je me suis retrouvé le 12 dans le rouge. Et je me suis dit, mince, il y a quand même quelque chose qui va pas. Trouve des solutions. Donc, je pense que les gens, ils cherchent des solutions et que naturellement, maison autonome, autonomie, forêt fruitière, produire son électricité, consommer son eau,
je pense que ça a le vent en poupe, mais je pense aussi à autre chose. Je pense que les gens ont de moins en moins confiance parce que on s'aperçoit qu'on est toujours le dindon de la farce, encore une fois la base, et qu'ils essayent de trouver des solutions pour être de plus en plus autonomes et déconnectés de certains systèmes qui, malheureusement, sont là plus pour engranger de l'argent que pour le bien-être de leurs clients. Est-ce que tu penses que les gens vont retrouver la notion de proximité et de local ? Franchement, oui, ils n'ont pas le choix. J'ai même vu en ce moment, et ça me fait rire cette question, parce que j'ai vu qu'apparemment, parce que moi je vais plus en supérette, je vais rarement en supermarché, parce que déjà je trouve ça trop immense. C'est plus à taille humaine. On s'y perd. Mais j'ai entendu que dans les supermarchés et tout, ils se mettaient en priorité sur le Made in France, là où avant on avait des trucs qui venaient un peu de partout, surtout dans le fruitier et dans les légumes, parce que c'est compliqué de se faire livrer autrement. Il y a des fruits, des légumes, on se dit mais en France, autant faire le circuit court, parce que sinon on va être embêté, on n'arrivera pas à se le faire fournir dans d'autres pays, puisque les frontières sont fermées. On espère du bien pour le futur. T'es optimiste, toi ? J'ai toujours été optimiste, et même si des fois il y a des coups durs quand tu lis des informations et tout, je me suis de plus en plus déconnecté des informations. Tu vois, elles tombent quand même malgré moi avec les réseaux sociaux. Bien sûr. Tu connectes justement l'information sur les supermarchés. Tu vois, il y a des choses qui viennent. Mais plus on se déconnecte des informations, je pense plus on devient optimiste. Un grand merci, Brian, de nous avoir donné ton témoignage. C'était un plaisir de t'entendre. Des nouvelles du Covid en France, c'est vrai qu'on n'en parle plus vraiment, assez curieusement. Non, on n'a plus de chiffres, on nous explique qu'on peut tous retourner travailler. Je voulais quand même, à l'image de nos correspondants, vous faire un petit update de ce qui se passe en France. La CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, a donné son feu vert à l'application Stop Covid, qui peut donc désormais être installée sur les téléphones portables et qui a pour but de permettre le traçage des personnes qui tomberaient malades. Nous avons également en France le risque de voir étendu après le 10 juillet l'état d'urgence, qui est quand même assez étonnant quand on voit que les choses reprennent leur cours normalement et qu'on y est même invité pour soutenir à notre tour l'économie. Ouais, c'est assez paradoxal. C'est paradoxal, les bars et restaurants ont rouvert à l'exception de la région parisienne qui reste classée en orange et seules les terrasses des bars et restaurants ils sont autorisés avec une possibilité d'empiéter sur les places de stationnement. Les cinémas, quant à eux, réouvriront normalement prochainement, ainsi que les salles de spectacle, dont la jauge est inférieure à 5000 personnes. Voilà pour ce petit tour d'horizon français. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On part à Melbourne ? Thomas est de retour parmi nous. Thomas, je le disais tout à l'heure, tu nous emmènes cette semaine en visite dans Melbourne. Exactement, alors moi j'habite à 6 km, ce qu'on appelle du centre de Melbourne, CBD, c'est le langage courant, et on est dans une petite ville qui s'appelle Prahran. C'est une artère assez connue qui s'appelle Chapel Street. Je suis juste à quelques mètres de Chapel Street où on retrouve beaucoup de restaurants, beaucoup de pubs, beaucoup de discothèques, et aussi beaucoup de commerçants, tout ce qui est vêtements, etc. Et lors de cette balade, je me suis promené avec mon matériel et j'ai voulu vous faire vivre toute cette atmosphère bien particulière, puisqu'il y a des signatures sonores que l'on retrouve uniquement en Australie, comme il y a certaines signatures sonores que l'on retrouve uniquement au Japon, en Chine, etc. Et ce qui m'avait marqué la première fois quand je suis arrivé en Australie, c'est toute cette signature sonore. Ça va être l'ambiance d'un café, le bruit d'un passage piéton, les gens qui discutent entre eux, qui sociabilisent, qui rigolent, etc. Donc voilà, je vous amène tout au long de ce parcours sur une demi-journée un peu type que je vis au quotidien ici à Melbourne. Alors en général le matin, moi je démarre, j'aime bien m'attraper mon petit latte, je fais une petite pensée d'ailleurs toute particulière à Chiara et son petit café Stretcho, le black qui cogne bien. Donc je commence ma balade, je traverse les différentes rues. Alors c'est marrant parce que c'est un système auquel on pourrait avoir accès aussi en France, ce fameux bruit que vous allez entendre du passage piéton, le fameux tac 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 tac. Ah oui. C'est uniquement pour les aveugles, etc. Les gens en situation de handicap. Et finalement tout le monde s'en sert et je trouve ça génial comme idée. Et tous les feux, je dis bien tous les feux en sont équipés. Pareil, tous les poteaux à côté des feux ont un bouton. On pousse dessus pour déclencher le petit bonhomme vert pour pouvoir traverser. Avec un certain temps de latence, certes, mais on a quand même cette facilité de pouvoir se déplacer à pied. Malgré ce grand pays, on peut se promener et aller profiter d'aller prendre un bon petit café.
Et après ça, moi ce que j'aime bien, c'est aller prendre mon vélo, et il y a quelque chose qui s'appelle à Melbourne le Capital City Trail. C'est 30 km qui fait tout le tour de Melbourne, du moins du centre-ville de Melbourne, et c'est une balade assez bucolique où c'est uniquement de la piste cyclable, on ne croise pas une seule voiture en 30 km, on passe au bord des rivières avec des petites cascades, on passe au milieu de la forêt, on a l'impression d'être en plein bush, en pleine campagne de Melbourne, et c'est juste une évasion qui dure 1h30, ça dépend de la vitesse à laquelle tu roules. Voilà, je voulais faire partager aussi ce moment-là où on s'arrête sur ce parcours, on croise des cafés sur ces pistes cyclables, et là pareil, je me fais un deuxième café en tant qu'à faire. Alors pour donner un ordre d'idée, parce qu'on se dit il enchaîne les cafés, c'est entre 4$ et 4,50$ le café ici, le latte. Et ce qui est assez drôle aussi dans toute cette ambiance de Covid, on glisse vers l'après-Covid, les salles de sport n'ont toujours pas réouvertes par exemple, et en sortant de chez moi, j'entends la musique à fond dans la rue, et il y a une salle de sport qui est vraiment juste en bas de mon immeuble, et en fait... ils donnent les cours à l'extérieur, c'est ça ? À l'extérieur. Ouais. C'est magique, c'est génial, enfin moi je trouve ça très drôle quoi. Ah ouais. C'est insolite, c'est complètement insolite, ils font ça tous les jours, sachant que le matin il fait en ce moment, puisque nous on est dans l'hémisphère sud, donc quand vous me vantez votre température de rêve, nous on se les pèle, c'est-à-dire que le matin on a entre 6 et 8. Ah, ça va. Laetitia, ne commence pas, je ne me narque pas s'il te plaît. Donc il fait très froid, ils sont là en tenue de sport, tu vois les mecs, les nanas et tout, ils sont là en train de porter des trucs, et c'est vachement sympa je trouve, ça fait partie... je sais pas, ça fait partie de la vie qu'on a ici sur Prahran, ça fait partie de cette ambiance. Et je vous ai également, j'ai fait un petit passage très rapide au marché de Prahran, c'est un spot. En général, quand on vient visiter Melbourne, il y a différents marchés couverts que l'on retrouve, très européanisés, mais version plus. C'est-à-dire qu'on va retrouver des bouchers un peu à l'ancienne, des charcutiers, des poissonniers. Alors le poisson ici est exceptionnel, parce que par exemple, si on achète du saumon, désolé pour les véganes, encore bisous à vous, je pense à vous, le saumon vient de juste à côté, il vient pour la plupart de Tasmanie ou Nouvelle-Zélande, etc. Donc il est vraiment, on l'a ici, juste à côté. Et c'est comment les marchés, Thomas, là-bas ? C'est des marchés comme on les connaît en France ou en Italie, ouverts ça ressemble exactement à nos marchés, ou est-ce que c'est construit différemment ? C'est construit, je dirais, c'est plutôt parti sur une base plutôt ancienne. C'est-à-dire qu'avant, les marchés en Europe étaient plutôt couverts, et on est parti sur des marchés plus tournés vers l'extérieur, dans la rue. Ici, c'est du marché couvert, essentiellement. Ouais. Très rarement on peut trouver des marchés organiques qui sont en extérieur dans les villages, mais essentiellement pour les trois principaux ici sur Melbourne, il y a le Victoria Market au nord de Melbourne, et il y a le South Melbourne Market qui est très réputé aussi, et il y a le Prahran Market qui est très réputé également. Ce sont les trois spots, et en fait c'est des marchés qui sont entièrement couverts avec des commerçants qui sont là à demeure en fait. Donc tout est organisé au sein du marché, il y a le coin fruits et légumes, il y a le coin produits secs, il y a le coin café, on va remettre le son du café pour que vous entendez bien, c'est super, moi j'adore le son du café. C'est marrant parce que ça fait partie du show, quand tu commandes un café, d'entendre le perco taper sur le truc pour vider le... Ouais, ça fait partie du cérémonial. Hein. Ah, complètement. Ouais. Moi, je trouve que ça, quand tu attends ton café, etc., il t'appelle par ton prénom. Tom, c'est prêt. J'aime bien, ça fait partie ça fait vraiment pour moi partie du truc, quoi. C'est mon plaisir. Et ça, je m'en lasse pas. Et donc ces marchés sont très très bien organisés. Les fruits et légumes sont magnifiques. Et pareil pour la partie viande, poisson, etc. Et je suis vraiment impatient de vous recevoir, que vous puissiez voir ça en vrai. Ouais. Et je mettrai des photos d'ailleurs. À l'occasion, j'irai prendre des photos au marché pour que tout le monde puisse le voir sur Balades-Immobiles. Balades-Immobiles.com. C'est tout, Thomas, pour aujourd'hui ? C'est tout. Je réfléchis à la prochaine fois. Je pense qu'on va s'orienter plus sur la culture du sport en Australie. Puisqu'il y a une vraie culture du sport. C'est très important chez vous, ouais. Et oui, alors la situation australienne est assez particulière parce que c'est une population qui est très jeune, contrairement à l'Europe. La population australienne est vraiment très jeune, c'est une population qui pratique énormément de sport, et il y a des sports assez exotiques, je vous en dirai un peu plus la semaine prochaine. Merci beaucoup, merci Thomas. Fabien, à très vite, merci. On le savait depuis longtemps, mais ça se confirme une fois de plus, Trump ne fait pas l'unanimité. De moins en moins.
Une citoyenne a fait un doigt d'honneur au convoi du président américain qui se rendait au Trump National Golf Club en Virginie. Il allait prendre un petit peu de bon temps et le convoi, l'escorte présidentielle, devrais-je dire, a été ailé ainsi par cette citoyenne. Ça nous rappelle l'histoire de Julie Briskman qui avait fait la même chose en 2017. L'histoire avait été relayée, la photo d'ailleurs avait été relayée sur les réseaux sociaux, la conduisant à perdre son job. Quelques années plus tard, elle s'est lancée en politique et a été élue dans son comté contre les Républicains. Uber fout ses vélos à la casse. Uber a cédé à Lime, la marque de vélo Jump. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Ce sont des vélos rouges à assistance électrique. La marque ayant été vendue, et plutôt que de trouver une solution, il y a en pleine nature des milliers de vélos donc, qui sont comme une immense décharge parce que Uber a préféré ne rien en faire plutôt que soit en faire donation ou s'arranger avec Lime pour les recustomiser. Donc voilà. Bien pour l'environnement, effectivement. C'est formidable. Il nous emmène cette fois-ci en Inde. En Inde, on rentre désormais chez soi en bétonnière. C'est original, mais c'est la réalité. Des travailleurs cherchent à rejoindre leur domicile par milliers, ce qui est très compliqué en ce moment dans le pays. Et on a retrouvé des gens dans une bétonnière qui prenaient la direction de leur domicile. Les rats envahissent New York. Comme c'était le cas à Paris et on en avait déjà parlé, les rats investissent New York et se font la guerre entre eux à cause de la fermeture des restaurants. Il faut savoir que les rats se nourrissent des déchets des restaurants essentiellement. Donc avec la fermeture, il y a désormais en plus des problèmes d'émeutes, des émeutes de rats et des gangs de rats qui sont en train de se créer là-bas. À Arcachon, retour de la fiesta sur la plage. Sur la plage de Pereire, des amis DJ se sont dit qu'il serait sympa d'organiser dans le cadre du déconfinement une toute petite fiesta, sauf que les choses ont pris de l'ampleur et qu'ils se sont retrouvés avec plus de 200 personnes sur la plage. Quand même. Ça n'a pas fait trop plaisir aux autorités locales, manifestement. La chaise vide pour protester contre la fermeture des restaurants. C'est la technique adoptée par des restaurateurs et des patrons de bars en Allemagne, en France, en Italie. La démarche a l'air de se répandre et de devenir européenne. Vous trouverez sur l'espace public des chaises vides à bonne distance, l'idée étant de dénoncer les conséquences économiques pour restaurateurs et patrons de bars de la fermeture de leurs établissements. Et direction à présent le Kenya. Où Innocent Avyarmana, si je le prononce bien, qui est un réfugié originaire du Burundi qui a monté sa petite affaire, une petite épicerie. Il a fait le choix de baisser le prix du savon en cette période de Covid parce que les gens ont besoin de se laver les mains, plutôt que les choix inverses pris par la grande distribution dans certains cas d'augmenter leur prix. Et il a un succès fou avec son savon à bas prix. À Tours, une étrange affaire de jardinières masquées. Des jardinières masquées parce que ça demeure obligatoire normalement dans les espaces publics, bien qu'on voit de moins en moins de masques. Ont pris l'initiative d'utiliser les espaces publics, là où il y a encore un petit peu de verdure autour des arbres, pour y planter tomates et melons en ville à destination de qui souhaitera les récolter. Au Brésil, le président Bolsonaro fait encore parler de lui. Encore et toujours. Cette fois-ci, en revanche, il s'enfonce définitivement puisqu'une vidéo relaie le président Bolsonaro en train d'insulter l'assistance des ministres plus de 34 fois dans la même vidéo. C'est assez impressionnant. Et du Brésil, on part à présent en Italie retrouver Chiara. Chiara, tu voulais évoquer un sujet particulier avec nous aujourd'hui. Oui, je me disais que c'était intéressant et aussi un peu drôle de vous raconter l'histoire de ma grand-mère. Avec grand plaisir. Donc, c'est une histoire que je trouve intéressante parce que ça nous fait voyager à une certaine époque de l'avant et de l'après Deuxième Guerre mondiale et elle est aussi à la fois drôle et historique. Ma grand-mère, ses deux parents s'étaient rencontrés dans un train, dans des situations un peu, disons, particulières. Parce que mon arrière-grand-père, du coup, avait la vingtaine quand un jour, quelqu'un de son village lui a présenté son nouveau bébé et il a dit, voilà, c'est ma première fille, je te la présente et tout ça. 20 ans après, quand donc, mon arrière-grand-père avait 40 ans, il a rencontré cette jeune fille qui avait du coup à l'époque 20 ans. Ils se sont rencontrés dans un train et il a dit « Ah, mais tu dois être la fille de machin ».
Et donc ils ont commencé à papoter et en fait ils se sont mariés 6 mois après. À l'époque, comment ça a été perçu, la différence d'âge, parce que c'était pas forcément le plus courant et le plus répandu? Ben non, effectivement, mais ils étaient tellement amoureux que ils ont embarqué tout le monde dans leur amour et voilà, donc ça s'est bien passé finalement. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il était carabiniere, qui est, je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu comme la police. Ouais. C'est gendarme. Voilà, c'est un peu gendarme, exactement. Bon, il avait un boulot cool et surtout, en fait, il adorait l'opéra. Ah. Et en tant que carabinier, en fait, il pouvait aller voir des opéras gratos. Et où est-ce qu'il vivait, Chiara? Ils vivaient en fait, avant de se marier, ils habitaient dans une région qui est au nord de la région de Venise. Okay. Et quand ils se sont mariés, en fait, le pacte a été celui-ci. C'est-à-dire que comme il aimait l'opéra, il a dit à mon arrière-grand-mère, écoute, moi je veux aller dans une ville où je peux aller à l'opéra autant que je veux, vu qu'en plus j'y vais gratuit, donc il faut qu'on aille habiter à Venise. Ouais. Donc, parce qu'à Venise, il y avait plein d'offres, où, évidemment le programme culturel était plutôt intéressant. Et du coup, ils se sont installés à Venise et lui, comme ça, il allait à l'opéra tout le temps. C'est super. C'est ça. Par contre, ma grand-mère qui avait 20 ans de moins, parce que lui, à 40 ans à l'époque, il était déjà proche de la retraite, plus ou moins. Donc il avait vraiment la vie douce et du temps. Et par contre, elle était dans le plein de son énergie, et elle avait envie de faire. Et donc lui a demandé, écoute, moi je vais ouvrir un magasin d'alimentaire parce que j'ai envie de faire, j'ai envie de travailler. Et voilà. Pour vous donner des noms, comme ça vous voyez les personnages. Donc l'arrière-grand-père s'appelait Giovanni et l'arrière-grand-mère s'appelait Mira. Et du coup, ils ont vécu comme ça un peu d'années, ils ont fait des enfants, et les enfants ont tous des noms de personnages d'opéra ou... c'est incroyable. C'est des grandes histoires. Par exemple, j'ai une des filles s'appelait Cosette, qui, si j'ai bien compris, c'est un personnage des Misérables. Cosette. C'est ça. Et du coup, en fait, le business des alimentaires marchait très bien. Ils étaient heureux et tout ça. Mais à un moment donné, il y a eu un truc qui a été fait par Mussolini, qui, par son parti, que au tout début était socialiste. Et en fait, il avait lancé des magasins d'alimentaires qui étaient subventionnés par l'État. Donc tous les biens de première nécessité se retrouvaient avec soit des prix capés, soit avec des prix vraiment dérisoires par rapport au marché libre. Et là, c'était un peu compliqué pour mon arrière-grand-mère parce que son business alimentaire qui était sur le marché libre ne pouvait plus exister. Donc, c'était un espèce de petit drame parce qu'ils ont dû fermer. Donc, avec le dernier argent qui leur restait, ils ont payé les employés, les dettes qu'ils avaient et ils ont dû fermer. Et ils sont restés avec la petite pension de mon arrière-grand-père, donc qui était carabinière, qui était déjà à la retraite, mais ils pouvaient pas continuer à vivre comme ça. Donc ils ont cherché à quitter Venise pour rejoindre les terres où il y avait des villages où la vie était beaucoup moins chère qu'à Venise. C'était un peu à l'époque comme partir de Paris et aller vivre à la campagne. Donc, par exemple. C'est énorme entre les deux. Et par contre, ils ont dû aussi laisser la maison dans laquelle ils vivaient, qui, en fait, ils payaient un loyer, mais en fait, ils pouvaient l'acheter à la fin parce que c'était un loyer qui payait à l'État grâce au fait que mon arrière-grand-père était fonctionnaire. Exactement, fonctionnaire. Il leur manquait 1 an et demi, je crois, ou pas beaucoup plus, pour racheter la maison. Mais comme ils devaient quitter Venise, et en plus, on commençait à leur dire, la guerre va commencer, il va peut-être y avoir des invasions, ils ont été encore plus poussés à quitter Venise. Et donc, ils se sont retrouvés dans un petit village de 5000 habitants dans les terres.
où ils ont recommencé leur commerce et tout ça. Mais là a commencé le drame de la famille, parce que donc ces magasins subventionnés, qui d'ailleurs s'appelaient Provvide, providentiel dans l'esprit socialiste de ceux qui l'avaient inventé. Donc les Provvide ont bientôt fermé. Donc ils auraient pu continuer leur business à Venise, tu vois. L'invasion de Venise n'a jamais eu lieu, et en fait la famille s'est retrouvée encastrée dans ce petit village sans pouvoir retourner à Venise, parce que désormais ils n'avaient plus le pouvoir d'achat pour retourner y vivre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, en plus, dans le petit village, tu vois, la vie était plus du tout comme celle qu'ils avaient à Venise, où, par exemple, ma grand-mère, du coup, une des filles, portait déjà des pantalons, ils avaient les toilettes à l'intérieur de la maison, elle avait fait des études supérieures, elle pouvait sortir tout seule, et en fait ils se sont retrouvés dans un village où c'était comme 50 ans en arrière. Donc les femmes étaient dans des conditions beaucoup plus primaires, il n'y avait pas de liberté, tout ça. Donc ils étaient très très tristes, et ils ont passé leur vie à se dire qu'est-ce que c'est dommage qu'on a quitté Venise, quoi. On voudrait tellement y retourner. Et en fait moi je me rappelle pour toute ma jeunesse de ma grand-mère avec ses frères, donc ils étaient 4. Tous les ans, ils allaient en pèlerinage à Venise pour revoir leur maison, qu'ils ont tellement pleuré pour cette maison. Et j'ai une série de photos où ils sont pris en photo devant le portail de la maison. Tellement ils l'ont désiré et tellement ils étaient tristes pour cette histoire. Donc pour conclure, je me suis donné un but, et c'est de retrouver d'abord cette maison, parce que la mémoire se perd un peu dans la famille maintenant. Donc j'ai des photos, j'ai des images qui m'ont transmis, mais j'ai pas retrouvé encore exactement la maison. Et une fois que je l'aurai retrouvée, je vais l'acheter pour clore le cercle du karma. Le mauvais karma, maudit karma, comme disait un auteur allemand qui a intitulé son livre ainsi. Et c'était l'histoire d'une personne qui était réincarnée à chaque fois en quelque chose de pire, et qui s'est retrouvée réincarnée en fourmi. Ça s'appelle Maudit Karma. Je vous le recommande, c'est un bouquin super. Je le lirai. Donc j'espère que par contre moi la famille est déjà arrivée à l'estade des fourmis, et on pourra recommencer. C'est ça, exactement. Tu m'étonnes. Merci beaucoup Chiara pour cette belle histoire, et puis j'espère que tu pourras un jour retrouver cette fameuse maison à Venise, et puis l'acheter. Et l'investir. Et oui. Bien sûr, et vous serez invité. Avec grand plaisir. On espère bien, il y a intérêt. Merci beaucoup Chiara, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre histoire. Tu voulais, je crois, parmi tes propositions, nous emmener à la découverte d'un quartier de Florence assez incroyable. C'est ça, c'est plus qu'un quartier. Je voulais vous amener dans un château qui a une très belle histoire et des habitants plutôt originaux. Avec grand plaisir, ça va être chouette. Ciao, ciao. Ainsi se terminent ces balades immobiles. Si ce programme vous a plu, parlez-en autour de vous. Vous pouvez bien sûr le retrouver, le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur Deezer, Spotify ou les autres plateformes de streaming pour Apple nous Podcast rejoindre. Également. Et directement sur le site baladesimmobile.com. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bye bye.